Bon, bah bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués de cette journée, vu que c'est le dernier slot. Donc, ce qu'on va vous présenter rapidement, à peu près en 1 heure, Diana et moi, c'est les retours qu'on a eu finalement au bout de 4 ou 5 mois de développement Go, un peu pendant enfin, pendant les XKE ou pendant les différents slots, ou même sur des projets perso, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va vous faire pendant cette présentation? Eh bien, tout d'abord, on va essayer de vous faire un quand, comment, pourquoi, en vous présentant des outils, des vrais projets qui utilisent du Go dedans, mais aussi on va essayer de vous donner nos impressions et surtout on va essayer de ne pas faire de langue de bois vis-à-vis du projet. Euh, il y a des trucs qu'on aime dans Go, des choses qu'on aime moins, des choses qu'on aimerait voir dégager. Donc ça, on va vous faire un petit panel de justement de toutes ces petites problématiques qu'on a eues tout au long des derniers mois. Par contre, je dois quand même vous faire un petit disclaimer. Qu'est-ce qu'on va pas faire dans cette heure? Il n'y aura pas de Hello World, dans le sens que le GoTour est très bien fait, donc je vous invite à le faire vraiment de votre côté. Ça couvre pas mal de problématiques. En plus, il y a beaucoup de documentation, ne serait-ce que sur le Godox, le blog officiel ou le wiki officiel. Et en plus, on va bientôt avoir dans quelques semaines normalement un superbe article de Jérôme ici présent sur les basiques, enfin sur Go Basics. Donc ça vous fera de la lecture en plus pour compléter déjà ce petit talk d'introduction. Ensuite, donc alors finalement le pitch de la présentation, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on devait définir Go, on s'est dit que finalement ça serait un ensemble de 5 mots qu'on pourrait résumer un peu comme ça. Tout d'abord, Go c'est de la simplicité parce que il a été conçu de manière à réduire le bruit autour du code, c'est-à-dire que on se concentre vraiment sur ce que l'on produit, notamment avec des structures de classe qui sont complètement plates. Il n'y a pas de relation hiérarchique, mais ça on va y revenir un tout petit peu plus tard. Ensuite, Go c'est aussi de la sûreté dans le sens que c'est un langage qui a un modèle de mémoire assez évolué, qui a un garbage collector, qui a de la concurrency, qui a des concepts on va dire, de concurrency qui sont avancés, donc tout un ensemble de choses qui vont vous aider dans le développement, notamment sur des sujets qui sont quand même complexes, comme je disais, sur tout ce qui est concurrence et autres. Go, c'est aussi de la lisibilité dans le sens que quand vous commencerez à développer avec Go, vous aurez une impression de déjà vu, de quelque chose de familier. Parce que finalement, Go a un gros héritage du C, et ça, on vous le montrera tout à l'heure. Donc, Go ensuite est ce qu'on pourrait qualifier de minimal, dans le sens que le feature set du langage est quand même assez réduit, mais il est suffisamment puissant et il a suffisamment d'outils pour que vous puissiez exprimer à peu près tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui avec un langage moderne. Donc ça, c'est Diana qui vous fera une petite présentation un peu des outils plus tard, et on en reparlera aussi de tout ce qui est aspect packaging et autres, et en quoi un langage est moderne. Enfin, on peut dire que Go est collectif dans le sens qu'il est né de beaucoup d'expériences précédentes au niveau des langages et qu'il essaye de faire globalement une certaine synthèse au travers de tous ces langages. Donc il y a pas mal d'héritage, on va dire, mais héritage au sens philosophique, avec d'autres expérimentations. Donc justement, pour l'héritage, en fait, on peut résumer l'héritage de Go un peu comme ça, dans le sens que ça hérite de beaucoup de concepts finalement, même si le C reste, on va dire, se taille la part du lion dans cet héritage. Donc ce qu'il faut voir finalement, c'est que Go s'inspire de langages, alors tout d'abord des langages qui datent des années 70, qui sont à peu près par là, qui ont surtout influencé, on va dire, les concepts globaux du langage. Ensuite, dans la décennie 70-80, l'influence se sent plus au niveau de la syntaxe du langage en elle-même. Et enfin, les langages datant des années 90 ont rajouté une couche avec des concepts beaucoup plus modernes, notamment en ce qui concerne encore une fois le garbage collector. Donc, comme je le disais tout à l'heure, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de ce graphique, c'est vraiment que le C et éventuellement le BCPL pour la concurrence se taille la part du lion dans l'héritage philosophique du langage. Ensuite, si on veut résumer Go, on peut aussi le résumer en 5 dates à peu près, dans le sens que en 2007, l'idée apparaît chez Google parce qu'un groupe de développeurs
sent qu'ils ont besoin d'un nouveau langage pour justement arriver à accélérer leur process de développement qui commence à devenir un peu lent, hasardeux et qui ne leur donne pas satisfaction. Donc cette idée mature un peu, et en novembre 2009, on a une première version interne de Go qui apparaît chez Google. À partir de là, le projet fait un peu sa vie et commence tranquillement à percer en interne, jusqu'en mai 2011 où on a une première version open sourcée. À partir de là, c'est un peu l'accélération, puisqu'on obtient la première release officielle en mars 2012, donc vous voyez, quasiment même pas un an après, on a une première release officielle, et partant de là, ensuite, on va dire que ça va crescendo, jusqu'à obtenir une très très grosse release en août 2015 qui est Go 1.5, dans laquelle on a réussi à faire sortir toutes les références au C, puisque jusque-là, le runtime et aussi le compilateur étaient encore en C. Donc il faut retenir cette date de août 2015 dans le sens qu'on a vraiment un langage complet de la compilation jusqu'au runtime. On est capable de construire le runtime en Go et lui-même n'a plus aucune référence à des librairies C. Et donc là, la dernière grosse release plus récente, c'est celle de février 2016 qui est finalement peut-être une release un peu moins majeure, mais qui a apporté aussi son lot d'améliorations. Donc, ça, on va dire que c'était ouais. On va dire que c'était pour bien vous faire comprendre d'où Go vient et quels ont été en gros les premiers principes qui ont présidé à sa création. Mais justement, maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser ce langage alors qu'on dispose d'un ensemble d'alternatives absolument énormes aujourd'hui en termes de langage. Vous pouvez faire presque, je sais pas, vous pouvez maintenant coder en JavaScript, en Rust, en plein d'autres langages, bref. Pourquoi utiliser le Go alors qu'on a une myriade de choix devant soi? Donc pour répondre à cette question, on va vous proposer deux approches. Tout d'abord, on va vous présenter les arguments qui ont été avancés par les créateurs du langage eux-mêmes. Et ensuite, on passera sur une deuxième partie dans laquelle on va vous présenter notre point de vue notre point de vue de débutant après ces quelques mois de développement avec Go. Donc pour présenter justement le pourquoi, pour répondre au pourquoi, on va se baser sur un talk de Robert Pike, qui est un des créateurs du langage, et donc on va vous présenter les arguments qui, selon lui, font que vous devriez utiliser Go. Donc tous ces arguments sont récapitulés dans cette conf de 2012. Un des premiers arguments donc, de Robert Pike, c'est Go is designed by and for people who write and read and debug and maintain large software systems. Donc, traduction. Donc, finalement, c'est assez encourageant parce qu'on voit que dès le départ, Go est un langage fait par et pour des développeurs. Donc déjà, premier bon point. Ensuite, encore une fois, on voit qu'il y a dans cette phrase, le but est de produire un langage qui est efficace. Et là, par rapport à des langages plus universitaires et qui sont moins orientés sur la production de code et sur la production d'artefacts. Pour l'instant, on essaie d'avoir un langage qui est concentré sur qu'est-ce qui fait que je suis efficace et que le langage m'aide quand je code une application. De plus, dans la deuxième partie de la phrase, on voit déjà que la problématique des systèmes de grande taille fait son apparition, donc ce qui est encourageant pour lorsqu'on voudra par exemple mettre en œuvre la scalabilité au niveau de nos applications si on les code en Go. Donc Rob poursuit avec d'autres arguments. Tout d'abord, comme je vous le disais, finalement, Go aims at eliminating the slowness and clumsiness of software development. Donc, encore une fois, on essaye de se recentrer sur les aspects qui font que le développement du code est ralenti et devient un peu, pas hasardeux, mais en fait devient un peu bloquant de par la syntaxe du langage et autres. Et surtout, ensuite, il rajoute que... Ah oui, alors je suis un peu dedans. Donc,
il ajoute que ce but d'éliminer, on va dire, la lenteur et le facteur hasard, on va dire, hasard du langage, c'est surtout pour arriver à avoir quelque chose finalement d'un processus plus productif et scalable. Donc c'est quand même assez intéressant dans nos problématiques actuelles, puisque on tend maintenant quand même à recentrer toute notre activité de développement d'applications sur la production du code. Donc avoir un langage qui nous permet, on va dire, d'éliminer le lean, en fait, d'essayer de faire quelque chose de lean dans notre développement d'applications. Donc, voilà, c'est encore une fois, le langage est censé aider à épurer la manière dont on construit nos applications. Ensuite, donc Rob continue avec d'autres affirmations, dans le sens que Go est censé être un langage moderne, il est censé être familier, et ensuite, il est censé être, encore une fois, scalable. Donc, encore une fois, c'est des arguments avec lesquels il est dur de ne pas être d'accord, surtout dans les problématiques actuelles. Par contre, ça lève certains points d'interrogation dans le sens, finalement, c'est quoi un langage moderne? Voilà, est-ce que c'est un langage qui change de paradigme? Est-ce que c'est un langage qui va faire table rase du passé? À définir. Ensuite, il est familier. Oui, mais familier, encore une fois, par rapport à quoi? Quelle est la référence qui fait qu'on va se dire que quelqu'un va se retrouver à l'aise quand il va développer en Go? Est-ce que ça va lui rappeler quelque chose? Bref, encore une fois, c'est quoi la référence de cette familiarité? Et enfin, la problématique d'arriver de scalabilité, d'accord, mais pour l'instant, finalement, il ne donne pas de recette pour il ne donne pas de recette miracle disant comment faire que le code qu'on va faire en Go soit déjà scalable par design. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment toutes ces affirmations-là, est-ce qu'on les a retrouvées, oui ou non, dans notre pratique quotidienne. Et c'est là qu'on passe sur nos arguments que Diana et moi avons constatés pendant ces derniers mois. Donc tout d'abord, pourquoi utiliser Go? Un des premiers avantages qu'on a constaté finalement, c'est la taille de ce qui est produit, des artefacts qui sont produits. Alors, d'accord, si vous êtes en train de coder un Hello World, une fois que vous l'aurez compilé et que vous aurez votre exécutable, vous allez voir que sa taille fait à peu près quelque chose comme 2 mégas. Pour un Hello World, c'est quand même assez important. Donc, mais c'est à mettre en relation avec la taille du runtime. Dans le sens que là, une fois que vous avez compilé un exécutable en Go, vous avez quelque chose d'auto-porté qui est auto-exécutable, qui peut finalement se déployer n'importe où. Et contrairement à ce qu'on aurait pu avoir dans une JVM ou même avec du Node ou autre, finalement, l'artefact embarque déjà tout. Et au fur et à mesure que vous allez faire du code métier plus en plus important, le ratio entre le code métier et le code du runtime va devenir de plus en plus avantageux pour vous. Donc, ensuite, un deuxième quelque chose qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, le langage est lisible. Dans le sens que, pour s'en rendre compte, il suffit de lire tout d'abord la spec du langage, parce que cette dernière ne tient au final que sur 10 pages. Donc, en même pas un quart d'heure, vous êtes capable d'avoir lu toute la spec du langage. Je vous mets au défi de faire pareil pour ce qui est du Java, par exemple. Donc, effectivement, ce langage est lisible et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, il est surtout réduit, puisqu'il n'utilise au final que 25 mots spécifiques. Il n'y a que 25 mots réservés pour tout le langage. Et ces 25 mots, on les a tous là. Donc finalement, c'est pas trop dur à se rappeler. Et en plus, encore une fois, si on fait une comparaison par rapport à tous les mots-clés qu'on pourrait avoir en Java, vous vous rendez compte que finalement, oui, le feature set, ok, il est réduit, mais on est censé pouvoir faire quasiment tout ce qu'on veut avec cet ensemble basique de mots réservés. Ensuite, donc après la taille et la lisibilité, ce qu'on a aimé aussi, c'est le garbage collector. Dans le sens que tous ceux qui ont codé en C ont toujours appréhendé tout ce qui était gestion de mémoire et autres. Donc, pouvoir disposer de quelque chose qui finalement ressemble au C, mais qui en plus vous donne un garbage collector est quand même
très appréciable parce que ça vous décharge d'un certain nombre de choses à coder vous-même et qui en général qui sont assez difficiles à réimplémenter par soi-même. Donc un garbage collector finalement, ça vous enlève un poids dans le développement dans le sens que vous êtes libéré de tout ce qui est gestion de mémoire finalement. Donc assez intéressant. En plus, venant en compagnon, je dirais, du garbage collector, on a aussi la compilation statique. Donc, ce qui est très important, puisque finalement, comme je vous le disais, une fois que vous avez compilé votre code Go, finalement, vous avez déjà votre exécutable. Finalement, pas grand-chose, il n'y a même rien à rajouter d'autre. C'est presque, vous avez l'exécutable, on peut le déployer directement, pas d'étape préparatoire finalement à ce déploiement. Et en plus, ce qui est intéressant, ce qui vient en bonus au niveau de la compilation statique, c'est que vous pouvez même faire du cross-compile pour générer un exécutable sur une autre architecture cible que sur laquelle vous êtes en train de coder. D'ailleurs, Docker fait... je ne sais pas si vous avez vu récemment un talk à Devoxx qui justement décrivait comment, en gros, quelle était un peu l'expérience de Go chez Docker. Et il précisait bien que ils arrivaient très bien à développer à être sur un Mac et développer l'artefact qui sera déployé sous Windows. Donc, ça, ce sont, on va dire, ce qu'on voit quasiment tout de suite. Je vais laisser maintenant un peu la parole à Diana qui va vous détailler d'autres caractéristiques qui nous ont plu et elle enchaînera ensuite sur une démonstration un petit peu plus pratique du langage. Bonsoir. Une des choses qu'on remarque d'abord avec Go, c'est la gestion de la concurrence. Go a un modèle qui s'appelle Communicating Sequential Process qui vient des années 90. Ce modèle Java a un modèle de gestion de triades, de mémoire, de sémaphores peut-être, ou des autres langages. Go utilise ce modèle qui consiste en la création d'un pipeline qui fait la communication directe entre deux process. Comme ça, il y a beaucoup de complexité derrière ça, mais toute cette complexité est cachée aux développeurs. C'est simple pour nous, c'est complexe à l'intérieur et c'est optimisé quand on va faire le développement d'une application concurrente. On a moins de questions philosophiques à se poser pour la gestion de la concurrence et tout ça. Et c'est pour ça que Go est très utilisé de plus en plus pour le développement des microservices et des systèmes distribués. C'est à ce niveau qu'il y a certains qui disent que Go, c'est le langage parfait pour le développement en cloud. Il y a pas mal de projets qui prouvent ça. On va voir quelques-uns. On voit que presque la plupart des technologies de containerisation sont développées en Go. O en quelque chose à voir en Go. On a par exemple Docker, Swarm, Consul, etcd, Kubernetes, Packer, NSQ. Ce n'est pas que pour la gestion de la concurrence, mais aussi pour la performance. Il fait une gestion, mais c'est aussi quelque chose qui s'exécute très bien. Il est simple, il est rapide à déployer, il est rapide à mettre en place. Il est aussi compréhensible pour les développeurs. En général, Go est simple. Comme il y a très peu de features, quand on développe en Go, il y a une manière de faire les choses. Alors, si je vais prendre le code que quelqu'un d'autre a fait, pour moi, c'est simple de lire. Comme il y a des choses qui sont très connues, par exemple de C, que ça ressemble aussi un peu à Java, c'est simple aussi de comprendre. Alors, il est simple à maintenir aussi. Et pour démontrer que c'est simple, je vais vous donner deux exemples qui sont plutôt, que si on les compare avec des autres langages, ça peut avoir un peu de complexité. Et la première, c'est l'exécution d'une fonction de manière asynchrone.
Ici, on a un bout de code Go. Et c'est juste un programme Go. Et ça nous rappelle un peu Java. Au début, on a les packages. On dit cette fichier se va trouver dans un package que j'appelle main. Après, on a les imports. Ici, on importe quelque chose qui s'appelle FMT. Et parce que FMT m'aide à faire après un print line. Ça veut dire un print dans la console. Et après, on a ici la création la définition d'une fonction qui s'appelle f. Et cette fonction a comme paramètre un string qui s'appelle from. Et la fonction, la seule chose qu'il fait, c'est d'imprimer 3 fois ce qui arrive comme paramètre. Et ensuite, j'ai mon fonction main, comme on peut l'avoir en Java, en C. Et ça, c'est le point d'entrée de mon logiciel. Et j'ai fait un appel synchrone de f, simplement je l'appelle f, et je l'envoie en string direct. Et après, j'ai fait l'appel de ma fonction f de manière asynchrone. Et la chose la plus c'est la plus attirante de cet exemple, c'est que pour faire l'appel asynchrone de ma fonction, je n'ai besoin que d'un mot, Go, la G et la O, 2 lettres, la chose la plus simple possible. Une lettre, ça serait plus simple, mais 2 lettres, c'est déjà si simple. Et comme ça, j'ai déjà une fonction qui s'exécute 2 fois de manière asynchrone. Et en plus, si vous remarquez, c'est déjà dans le Go de base. Je n'ai eu besoin de faire l'import de quelque chose de bizarre ou quelque chose d'externe. Ça se trouve déjà dans le Go de base. Et oui, c'est simple aussi en Java, on peut faire la création d'entrée, de quelque chose comme ça. Mais ici, tout ça, c'est caché et c'est optimisé. Et je profite pour faire un autre petit exemple. Je vais vous montrer comment on fait la communication entre 2 processus. Et ici, on a un code Go aussi, avec le package main, l'import. Et on avait parlé tout au début que Go utilisait un modèle qui utilisait comme un pipeline pour faire la communication entre processus. Le pipeline s'appelle channel. Et j'ai ma fonction main. J'ai fait la création de mon pipeline, s'appelle message. Rien de bizarre. Ici, j'ai fait la création d'une fonction à l'intérieur de la création de mon fonction. C'est une fonction anonyme à l'intérieur de la fonction main. Et la fonction écrit quelque chose dans les channels. Écrit un string, le channel peut accepter n'importe quel objet, quelque chose. Ici, j'envoie un string qui dit ping. Après, je reviens dans ma fonction principale. Je place une variable pour écouter dans les pipelines, dans les channels. Et après, j'imprime en console ce qui arrive dans les pipelines. Alors, je vais imprimer en console ping. Et si vous regardez, c'est quelque chose simple. Et à nouveau, on n'a pas eu besoin de faire l'import de nulles bibliothèques, de nulles librairies bizarres. C'est à l'intérieur du Go. Et c'est déjà optimisé. Et toute la complexité qu'il peut y avoir derrière ça, c'est caché. Et c'est une chose de moi que je dois prendre en compte au moment de développement de ma fonctionnalité, n'importe quelle fonctionnalité je fasse. Alors, vous avez envie déjà de commencer à faire Go, mais comment on fait pour développer un Go? OK. On a des outils. On a quelques outils qui viennent avec Go, des outils natifs. Par exemple, GoFMT, GoGet. Et ça me permet peut-être de faire le formatage du code, de trouver les erreurs. Et il y a des toolings aussi de tiers parties. C'est par exemple GoLin, comme les lignes qu'on connaît déjà, que développe, Autocomplete, GoDev, GoSupport, Glide, qui me permettent aussi de faire la gestion des packages comme on fait avec NPM ou Maven.
Et bah, je peux parler de beaucoup de soutiles, mais je préfère faire un petit exemple. Pardon, je passe par ici parce que je suis de l'équipe de l'ordinateur. Et je vais faire un petit exemple. C'est un exemple très. Ah, je vois pas là. Ok, c'est ici. Et c'est juste pour vous montrer un peu les outils qu'on a en Go. Ici, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça mon éditeur. Je suis désolée, je vois rien de ce côté. Non. Ah, c'est là. Et ça, c'est mon éditeur préféré pour faire du Go. Et quand j'ai fait l'installation, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais profaner mon ordinateur en installant Visual Studio Code. Mais, mais je trouve pas mal. Il est basé en Atom, plutôt. Et il me permet il fait l'intégration des outils externes et des outils déjà de Go. Et pour faire du code, je vais juste montrer la structure. J'ai ici plusieurs workspaces. J'ai déjà fait beaucoup d'exemples. C'est l'exemple que je vais vous montrer. Ça s'appelle Conworks. Je ne sais pas, vous regardez derrière, je ne sais pas comment agrandir un peu. Et avec plus, comment on fait? Non. Je ne sais pas comment on fait. Comment? Non, je ne sais pas. Afficher, essaye de voir si tu as quelque chose pour afficher Je ne sais pas. Zoom avant, tout en bas. Vas-y. Ok. Encore un, puis c'est bon. Ok. Ici, j'ai plusieurs workspaces, je vous disais, et ici, j'ai l'exemple que je vais vous montrer. C'est un exemple tout bête. J'envoie une expression et il dit combien de mots il y a dans l'expression. Il dit combien de mots individuels et combien de mots en total. Et ici, j'ai un package, c'est WordCore. Si vous regardez, j'ai ici un fichier qui s'appelle Conworks, que c'est dans ce package. Il a des imports. Je suis désolée, j'avais fait une petite répétition. Je vais effacer ça. Juste, ça ne fait rien parce que ici, l'idée, c'est que j'avais un print qui ne sert à rien. À côté de mon fichier Conworks, j'ai un fichier qui s'appelle Parallel, mais il a une finition test. C'est ça la définition de test de Go. Ils vont à côté du fichier principal. Et avec des outils comme GoTest ou GoCov, je peux faire le test et voir le coverage de mon fichier. Et pour l'exemple, j'ai fait un petit serveur REST, HTTP, REST. J'ai deux endpoints, un point slash qui exécute ça, et un endpoint avec WordCount, que ce qu'il fait, c'est appeler le truc que je viens de vous montrer, et ici, juste pour faire un encoding en JSON et pour ouvrir les ports. Et je vais exécuter le code. Ok. Je vais d'abord, il l'exécute déjà. Je vais d'abord compiler. Je ne sais pas si vous regardez, ici j'écris go build et je compile. Après je fais go run. Il s'exécute. Ici je vais à mon présentation que je ne vois pas ici. Pardon. Je n'arrive pas à voir le diapo. Ah, c'est là. Peut-être que si je fais ici je peux voir, pardon, j'avais fait un petit test. Si je le fais par le port 8080, je suis censé envoyer un string, je ne l'envoie pas. Et si je fais
and work on the a sentence. Je dis dans l'expression salut les Séviens. Salut. Salut. Il dit combien de mots il y a chaque fois pour les mots. Et si je veux faire la modification de mon code, je peux simplement arriver ici et, par exemple, je vais modifier ici. Et je vais dire qu'au moment de faire ça, je vais juste imprimer. En console quelque chose que c'est la string. Et au moment de sauvegarder, automatiquement il fait un GoFMT et il fait le formatage de tous les codes. Et j'ai configuré aussi pour qu'il utilise un outil pour faire passer les tests, les GoTests. Et le Go Coverage, il me montre ici ce qu'il est couvert, comme on fait avec IntelliJ, avec Infinitest. Il me montre tout d'abord le coverage de mon code, en vert ce qu'il est couvert pour les tests, en rouge ce qu'il non. Et ce sont des outils, soit natifs, soit des tiers, mais qui sont propres de Go, qui appartiennent à Go. Et c'est surtout ça, les petits exemples que je voulais vous montrer de comment on développe en Go. C'est simple et tous les outils viennent avec n'importe quel éditeur. Je peux développer avec IntelliJ, avec Sublime ou avec Atom, par exemple. Et je continue dans la présentation. Je sais pas. Je ne vois pas les diapos. L'autre onglet, le premier onglet. Non, ok. Oui, je vois. Oui, pardon. Et je vous laisse à nouveau avec Damien. Il va vous montrer comment c'est le projet type de Go. Et après, je vais revenir. Ouais, donc Diana vous a fait voir que c'était relativement simple de commencer à coder en Go, mais c'est bon, même si ça reste quelque chose de très simple, il reste quand même à savoir, arriver à répondre à la question, est-ce que mon projet qui commence ou qui doit être migré peut être un candidat justement pour utiliser Go. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie de dresser le portrait robot de qu'est-ce qui serait un bon candidat pour faire un projet en Go. Il faut être clair, Go ne sera pas le meilleur candidat pour tous les projets. Il y a certains domaines qui ne lui iront pas. Et c'est pour ça qu'on retrouve surtout dans tous les projets Go qui sont développés, on va dire une problématique, ce sont plutôt des projets qui sont de type système ou infrastructure et qui éventuellement ont à gérer des aspects distribués ou cloud. Donc typiquement, encore une fois, on va reciter l'exemple de Docker ou même Kubernetes qui sont des candidats qui étaient à la base des candidats quasi parfaits pour ce genre d'infrastructure. Néanmoins, donc ça c'était plus, on va dire, c'était plus le cas pour des projets qui commencent. Maintenant, on va essayer de voir sur qu'est-ce qui va se passer en cas d'une migration d'un projet qui existe déjà vers Go. On a identifié quelques cas qui semblaient les plus emblématiques. Un des premiers cas, c'est, on va dire, une migration à partir d'un langage de script tel que le Ruby, le Python ou encore le Shell. Donc finalement, qu'est-ce qu'on recherche dans ce genre de migration ? Eh bien, dans le cas du Ruby et du Python, on cherche souvent à arriver à se rapprocher un peu des problématiques système, parce que faire de la programmation système en Ruby et Python, c'est quand même pas l'idéal. Donc finalement, Go apporte une solution dans le sens qu'il est un peu plus bas niveau que ces deux premiers langages. Par contre, à l'inverse, dans le cas du Shell,
on est beaucoup plus bas en termes de système, mais on est plus limité en termes de fonctionnalité, globalement. Et en plus, on peut vouloir avoir quelque chose de plus cadré, puisque le shell, en fonction de la machine sur laquelle vous êtes, ce ne sera pas exactement les mêmes commandes si vous avez fait du bash, si vous faites du ZSH ou ce genre de problématique. Donc finalement, la migration en Go permettrait d'uniformiser un peu la manière dont les développements seraient faits dans le cas d'une migration à partir de shell. Alors par contre, il manque juste mes notes, je ne sais pas où elles sont passées. Deux secondes, je vais juste ramener mes notes de l'autre côté. Mais bien, je t'aide, plutôt. Vas-y, parce que C'est là. Ah non, elle passe par là, elle passe par ici. voilà. C'est bon, à partir de là, ça va aller. Ok. Hop. Je vais juste repasser en plein écran de l'autre côté. Où est-ce qu'il est, le souris? Reviens. Si quelqu'un a vu ma souris, merci de me la rendre. Ouais, là-bas. Elle va finir par apparaître. Hop, hop. Voilà, ça va aller un petit peu mieux. Donc, comme je vous le disais, tout d'abord l'envie d'avoir une problématique, on va dire, de rendre les développements un peu plus carrés vis-à-vis de ces langages de script, mais aussi ce qu'on veut éventuellement arriver à avoir comme avantage, c'est donc tout d'abord de la rapidité, puisque là on bénéficie à fond de tout ce qui est compilation statique, comparativement à ces langages de script qui sont interprétés. Ensuite, on a là aussi la problématique de déploiement qui finalement qui est simplifiée, puisque comme je vous le disais en introduction ou même au début de la présentation, finalement, étant donné que Go produit un artefact auto-exécutable, vous n'avez pas à vous préoccuper de quelle est mon installation de Python, est-ce que j'ai les bons gemmes au Ruby, ou c'est quoi ma version de shell, et éventuellement, est-ce que je suis en train de coder pour du bash, du ZSH, ou ce genre de problématique. Donc, là, dans ce cas-là, effectivement, le déploiement est facilité puisque l'artefact est auto-exécutable. Ensuite, en plus, on gagne grâce au Go en scalabilité, notamment via la gestion de dépendance. Bon, ça, on pourrait à la limite le rattacher à la facilité de déploiement, mais aussi, encore une fois, grâce au modèle de concurrence, plus tous les avantages du garbage collector, plus du modèle de gestion de données qui est censé être safe. Donc, des avantages clairs par rapport à ce que peuvent apporter ces langages de script. Maintenant, un deuxième scénario de migration serait éventuellement de partir du C. Donc, alors, là, la problématique est un peu différente, dans le sens que, finalement, par rapport au C, qu'est-ce que Go va apporter? Tout d'abord, un outillage un peu plus important. Comme vous l'avez vu avec Diana, on a quand même un portfolio d'outils pour tester, formater votre code, gérer les dépendances. Donc, choses qui ne sont pas de base dans le C et qui, au contraire, sont natifs dans Go et qui apportent quand même une certaine simplicité, une certaine facilité lorsque vous commencez un projet. De plus, effectivement, là, les outils qu'on vient de voir permettent au final qu'on a un remplaçant plus moderne, mais encore une fois, tout en restant finalement procédural, puisque, comme je vous l'ai montré dans le graphique d'héritage en début de présentation, finalement, globalement, Go hérite toujours du C en termes de syntaxe. Vous n'allez pas être complètement dépaysé si tous vos développeurs sont déjà en train de développer du C à la base. Donc finalement, une facilité, on va dire, de bascule sur ce genre de problématique. Puis après, on revient encore une fois à la problématique de scalabilité, chose qui n'est pas, on va dire, qui ne va pas forcément de soi en C. Donc ça, c'était pour la migration de C vers Go. Maintenant, on a un autre cas qui est un petit peu différent, mais là, on pourrait imaginer que Go vienne remplacer du Java. Alors, pourquoi voudrait-on faire la transition de Java vers Go? Principalement, finalement, pour réduire ce que j'appelle le coût d'amorce.
Dans le sens que commencer un projet Java, finalement, ça reste quand même assez coûteux. Ne serait-ce que par l'installation de la JVM sur vos serveurs si vous en avez besoin, le fait de commencer tout ce qui est infrastructure projet, notamment avec le Maven ou encore avec le Spring Boot si vous commencez dans cette direction-là. Donc, finalement, beaucoup d'infrastructures à mettre en place qui vont se retrouver plus ou moins dans, on va dire, qui va devoir être délégué finalement dans votre usine logicielle, puisqu'il va bien falloir provisionner des serveurs, être capable finalement de déployer, on va dire, le socle technique de base, alors que finalement en Go, ce coût de mise en place est beaucoup plus réduit, parce que comme Diana vous l'a fait voir, une fois finalement qu'on a téléchargé le runtime et qu'on a à peu près configuré ce qu'il faut en termes de passe, on est capable de démarrer beaucoup plus rapidement. Donc, ensuite, on peut vouloir éventuellement faire cette migration pour des raisons de compacité. Encore une fois, comme je vous l'ai montré en début de présentation, le feature set de Go est réduit, et de même, sa syntaxe est très concise et lisible par rapport à ce qu'on pourrait avoir avec du Java qui est l'archétype du langage verbeux. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Donc, encore une fois, si on a envie finalement de réduire son coût d'avance en donnant quelque chose qui est finalement plus maintenable, puisque vous allez être capable de mieux voir ce que fait réellement le code, donc ça peut vous intéresser, ça peut vous inciter à faire cette migration. Encore une fois, on retrouve la facilité de déploiement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir d'avoir un socle technique qui finalement est minimal par rapport à ce qu'on pourrait trouver en Java. Ensuite, là, ok, je vous ai décrit un peu le scénario presque idéal. Il y a quand même un cas où la transition Java vers Go risque de poser des problèmes. En fait, là où vous risquez d'avoir le plus de problèmes, c'est si votre projet, on va dire, est fonctionnellement riche au niveau de votre domaine, de vos contraintes métiers. Et si vous avez adopté, on va dire, dans le code Java de départ, à remplacer quelque chose de très structuré au niveau des classes et autres. Comme on vous l'a dit en début de présentation, finalement, les Go ne disposent finalement que d'interfaces, n'a pas aussi le mécanisme d'héritage et présente des structures qui sont hiérarchiquement plates. C'est-à-dire, donc, comme je disais, pas d'héritage, tout est fait par composition. Donc, dans le cas d'un domaine fonctionnel qui est relativement fort et qui demande à être très structuré, vous risquez d'avoir des problèmes lors de votre migration. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Parce que la transposition finalement des concepts qu'on pourrait d'un projet à un autre ne vient pas forcément de manière et pas forcément intuitive. Tout dépend de comment est votre domaine fonctionnel au départ. Donc finalement, c'est peut-être cette migration-là qui est la plus difficile, mais pas forcément au niveau technique, mais c'est plus, encore une fois, un domaine fonctionnel et domaine. C'est plutôt une histoire de domaine métier finalement, qui va vous décider à faire la migration ou pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ce qu'on vient de vous présenter en termes d'avantages et inconvénients de Go? On va commencer par ce qui fait vraiment plaisir et que nous, on a apprécié pendant ces derniers mois. Bon, Go, c'est clair, c'est une formule complète. Une fois que vous avez le runtime et que vous avez, on va dire, configuré 2 passes, vous avez quasiment tout à disposition. Vous êtes ready to go. Voilà. Et donc, c'est intéressant en termes d'amorce et en termes de rapidité de mise dans le bain, finalement. Parce que, finalement, la facilité de démarrage, elle s'obtient par une syntaxe qui est relativement familière. L'environnement léger, parce que le runtime, au final, doit faire 60 mégas au maximum, donc c'est facilement téléchargeable. Je vous rappelle qu'un JDK de base doit faire quand même dans les 180-200 mégas à la base. Donc, et puis, encore une fois, la problématique de déploiement associée. De plus, on a déjà un ensemble de conteneurs Docker qui sont déjà dispo pour Go, donc c'est quand même, et en plus ils sont eux-mêmes légers, donc finalement encore un élément qui fait que vous seriez capable de démarrer rapidement. En plus, ce que nous avons aussi apprécié, c'est tout le système de memory management et aussi de garbage collector qui enlève quand même une grosse épine du pied comparé à ce qu'on peut avoir au niveau du C. Enfin, sur les différents projets sur lesquels nous on a essayé de faire un peu de benchmark et autres, notamment sur NSQ qui est un broker de messages,
on s'est rendu compte que finalement, pour relativement peu de lignes, les projets Go avaient tendance à délivrer une performance qui était là dès le départ. Donc, finalement, on va dire un coût de développement, un ratio coût de développement-performance qui est assez favorable. Bon, ça, c'est un peu, on va dire, c'est ce qu'on a aimé, c'est un peu le monde idéal, mais il y a quand même des mais à mettre derrière. Et là, je vais laisser la parole à Diana qui va vous expliquer un peu là où ça gratte, justement. Ok, qu'est-ce qui gratte de Go? Il y a quelques désavantages de Go. Par exemple, on a trouvé un peu, ça gratte un peu la gestion des packages. Comme il s'agit d'un langage compilé, quand on met en dépendance, on doit d'abord télécharger tous les codes. Et tout ça va au Go-root et tout ça va tout ensemble. En plus, il n'y a pas une gestion de version. Et ça se fait un peu. Mais heureusement, aujourd'hui, il existe des outils comme Glide ou GoDev qui me permettent de faire la gestion de dépendance. Avec Glide, on peut faire la gestion de dépendance comme on le fait avec NPM. On simplement fait Glide quelque chose, la dépendance, et il télécharge dans un répertoire commun au projet. De projet, et c'est plus simple de travailler comme ça. Après, la gestion, l'héritage philosophique du C, oui, les pointeurs sont de retour. Il y a des gens qui n'aiment pas les pointeurs. Heureusement, c'est memory safe. Aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a eue pendant l'histoire avec du C, je crois que la communauté aurait pas mal à accepter un langage qui soit pas memory safe. L'héritage, on n'a pas d'héritage en Go, mais on a des interfaces. On a au moins des interfaces et comme ça, on s'est revu un peu. Il est conçu par partie. Aïe. Pardon. Sinon, je vais juste mettre la... Ouais, mais en plein écran. Peut-être en arrière-plan ou c'est sur un autre écran? Non. Je suis ici, non. Ah oui, là-bas. Je disais que le concept par partie, on n'a pas la gestion d'erreurs, il n'existe pas un système générique de gestion des erreurs. On doit faire tout à la main. Les traitements des erreurs ne sont pas des acteurs de premier niveau. Les acteurs de premier niveau ici, c'est la concurrence, de la gestion de concurrence. Alors, on doit les faire à la main, mais heureusement, on peut faire la gestion à travers des interfaces, faire la création d'interfaces et faire la gestion à la main. Et les fonctions, on peut faire le retour de multiples valeurs dans la fonction. On peut se débrouiller un peu avec ça. Je vais voir si je peux passer comme ça la diapo. Ah oui. Finalement, dans cette première partie, les assertions et les mocs. Les gens qui développent en Go, ils disent que ce n'est pas nécessaire de moquer. Comme on vient du Java, on est surtout habitué à faire des assertions et de faire des mocks. Et avec Testify, par exemple, c'est une bonne librairie de Go. On peut faire des assertions comme on est habitué avec Assergy, par exemple. Il y a pas mal et comme ça, on peut se débrouiller un peu. Go, il dit que est moderne, mais ça vient du C. Alors, il essayait d'être moderne, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils ont changé? Vraiment, ils n'ont pas beaucoup changé. Mais c'est bien parce que l'idée, ce n'était pas de changer, de faire la création d'un nouveau paradigme. C'était plutôt de consolider, d'apprendre de toute la story, de toutes les bonnes pratiques qu'on a eues avant, de toutes les bonnes choses qu'on a eues des autres langages, et les mettre dans un même endroit. Dans le opinâtre, les concepts et les méthodes sont tranchés. Si on va au forum du Go, il y a pas mal de gens qui disent « Ah oui, pourquoi on met dans Go la gestion des erreurs ?» La réponse des créateurs de Go dit
Non, bah, Go de la version 1, c'est déjà un langage complet, c'est déjà la dernière version de Go. On ne va pas mettre ça. C'est comme ça, c'est tout. Tant pis pour vous. Mais heureusement, on a des outils. Il est facile de créer des outils. Il y a déjà pas mal de outils qui existent, même dans le langage, mais de l'extérieur. Et comme ça, par exemple, les assertions à nouveau, bah, on peut se débrouiller un peu avec ça. Et des autres cas d'usage, initialement, c'était surtout l'image made in Google. Golang, c'est pour faire des choses Google. Aujourd'hui, il y a chaque fois pas mal de cas d'usage, surtout pour le développement des microservices. Dans le secteur financier, on peut trouver des cas d'usage et ça commence à être pas mal utilisé dans des autres domaines. Et dans les IDE de Google, la situation s'améliore. On peut développer par exemple en Sublime et en IntelliJ, n'importe quoi, avec les outils, c'est facile de... Le debugging c'est encore un peu, bah, mais on s'en sort. Et l'exploitation et le monitoring, bah, on n'a pas un moyen vraiment comme on peut avoir avec par exemple JMX, de regarder comment on a le comportement du logiciel, de la machine, du corps, du garbage collector, qu'est-ce qu'il y en a. Et il y a des outils, comme par exemple Stats. Ce ne sont pas si comme on est habitué, mais bon, ça commence à améliorer aussi. En conclusion, il faut utiliser Go. Et vous êtes des développeurs que vous ne pouvez pas développer sans utiliser des generic type ou des type class en Scala ou quelque chose comme ça. Alors, si vous avez vraiment besoin de ça, n'utilisez pas. Go n'a pas ça, Go n'a pas de generic type ni rien de ça. Et vous voulez utiliser un paradigme fonctionnel ou orienté objet, vous voulez avoir des classes abstraites et tout un héritage de classes, Go c'est pas pour vous. Et vous voulez développer des SL et faire tous les outils que vous avez à côté de Java, tout ça. Non. Go est fait pour faire des équipes de développement productives en utilisant, surtout en appliquant la conception de la simplicité. Mais pas la simplicité dans les concepts de minimal, mais des choses, de la conception pragmatique plutôt. Et si vous pouvez faire une conception comme ça, et si vous avez besoin de performance, aujourd'hui, comme on a besoin de déployer sur le cloud, et chaque minute compte, et on ne peut pas attendre que la JVM démarre et tout ça, et Go c'est pour vous. Alors, bah, à vous de jouer.